Bonjour Jean-Denis Bonan et merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. C'est un bonheur pour moi, je suis heureux. Donc j'ai découvert il n'y a même pas 10 minutes votre nouveau film, La Sacre et Massacre, et je suis évidemment sous le choc. Pour moi c'est entre Céline et Léo Ferré. Léo Ferré pour le cri et Céline pour la description de l'horreur de la guerre, l'horreur du massacre, ce massacre qu'ils appellent guerre. Ça s'appelle Sacres et Massacres parce que j'ai toujours considéré que la guerre n'était qu'une suite de massacres finalement. Et malheureusement, l'histoire ne nous contredit pas. C'est un film... je suis au départ parti d'un texte de mon ami Andreas Becker, qui est un écrivain avec qui j'ai déjà travaillé. C'est aussi à partir d'un de ses livres que j'ai pu construire Bleu Palbourg. On avait fait aussi La soif et le parfum. Et c'est un texte qui me parlait. Et ce qui est formidable avec Andreas Becker, c'est qu'on est tellement amis qu'il me donne carte blanche et qui s'en fiche que le film ne ressemble pas à son livre. Au contraire, ce qui l'intéresse, c'est que ça devienne du cinéma. Et donc que je prenne toutes les libertés. Ce qui est arrivé. Et là, donc, on a fait ce film très économique, comme mon cinéma en général, malheureusement, puisque je ne suis pas dans le système du cinéma, je suis un peu en dehors. Et donc, c'est un film qui est fait avec très peu d'argent, pratiquement pas, avec des amis, tous bénévoles. Il n'y a que des bénévoles dans ce film. Même Denis Lavant. Ah, même Denis Lavant est bénévole dans ce film, oui, il y a Denis Lavant, il y a Anne... Et il n'y a pas que Denis Lavant qui, en fait, oui, c'est le plus célèbre immédiatement, mais par exemple, Daniel Laloux, celui qui chante sa chanson Le Tambour, il est assez connu hein, aussi. Le danseur Lario Exxon, il a été premier danseur de l'opéra quand même, c'est un danseur étoile. Donc il y a des gens, François Tusk, le musicien de jazz, c'est lui qui a introduit le free jazz en France. Oui, non, moi je parlais de Denis Lavant parce bien que sûr, c'est celui qui est le plus connu. C'est la vedette. Parce que là on parle de cinéma, donc voilà. Mais après c'est vrai. Tous ces gens qui sont quand même des gens ont travaillé... certains m'ont demandé même à travailler avec moi, ce qui est un grand plaisir, un honneur. Et effectivement, je travaille en toute liberté. J'ai bien quelques idées que j'ai notées, qui sont là comme des antisèches un petit peu, mais tout le reste, c'est pratiquement improvisé. Et ce que je demande aux comédiens, aux gens qui travaillent avec moi, je les dirige pas. En fait, depuis plusieurs années, je refuse la direction, et ça, je suis en accord finalement avec mon cinéma, puisque mon cinéma se veut libre, et ben je donne aussi cette liberté à ceux qui travaillent avec moi. Et c'est quoi la liberté que je leur donne? C'est offrez-moi quelque chose qui puisse rentrer dans mon univers, bien entendu. Des fois je leur dis non, ça va pas. Mais très souvent, on m'offre, par exemple, la scène où Denis Lavant et Yann Caraquillo au bord de la voie de chemin de fer, font des espèces d'acrobaties sur le grillage. C'est une scène qu'ils ont improvisée sans que je leur demande. Ils ont eu envie. On a tourné et ils ont été là, ils ont commencé. Évidemment, comme je tourne un peu comme un documentariste moi-même, je prends ma caméra, je me pose et je les filme sans les emmerder. Et j'obtiens finalement quelque chose qui me ressemble, mais qu'ils m'ont offert et qui n'était pas prémédité. Et ça, c'est une grande joie quand ça aboutit, parce que, évidemment, on prend de gros risques quand on n'a pas de filet, là. Donc moi, j'aimerais rebondir, mais c'est un peu ennuyeux, parce que les gens qui vont regarder, j'espère qu'ils le verront un jour, ce film, mais pour le moment, ils ne l'ont pas vu. Donc pour revenir à Sacre et Massacre, c'est un film, est-ce que vous accepteriez qu'on parle aussi, moi j'ai parlé de littérature, vous aussi, avec Andreas Becker, mais... puisqu'il évoque Céline, mais est-ce que vous accepteriez, je parle de symbolisme. Et il y a deux symboles, j'aimerais bien qu'on m'explique. C'est la poule et la tête de cochon qui apparaissent de façon, on ne peut pas dire répétitive, mais dans plusieurs plans, à des moments différents. Et évidemment, quand on voit une tête de cochon coupée comme ça, qui remplace... Enfin, on se dit, il y a une gueule cassée, de la guerre de 14-18, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est le masque qu'on lui propose? C'est une très bonne question. Alors, ces deux animaux, la tête de porc et la poule, ne jouent pas de la même manière.
L'une est vivante, la poule. Voilà, déjà, l'une est vivante et l'autre est une tête coupée. Ce n'est pas tout un ensemble. La poule, donc, ce sont pour moi, je dirais, ce sont plutôt des fétiches que j'attribue à un personnage. Alors la poule, je l'ai attribuée au personnage que joue Bertrand Augereau, parce que je trouvais que ça lui allait bien, que c'était quelque chose de féminin qui pouvait l'accompagner, puisque c'est un film où il y a très peu de femmes. Il y a une seule femme dans ce film. Hein, c'est le rayon de soleil. C'est le rayon de soleil. Oui. Il y a un très beau passage avec le puzzle qui représente Petit-Jean, dont elle enlève les morceaux, et puis on la voit apparaître, elle, dans le miroir. Ouais, on pourra en parler aussi. Donc il y a la poule, oui. Il y a cette poule donc, qui n'est pas un symbole très important, mais quand même qui est la féminité animale. Et puis la tête de cochon, c'est autre chose. Je l'ai attribué à un personnage qui, dans le civil, était boucher. Oui. Il était donc la tête de cochon, effectivement, c'est l'attribut qui pourrait lui être donné après que sa gueule ait été fracassée. Bien sûr, ça c'est quelque chose de frappant. Alors c'est pas vraiment symbolique, c'est plutôt métaphorique. Hein. Voilà, métaphorique, merci. J'ai dit symboliste, en fait, je voudrais parler plutôt de métaphore, effectivement. Et la métaphore de la guerre, elle est très bien. Il y a une scène qui est particulièrement émouvante, c'est quand le personnage Petit-Jean, interprété par donc, Denis Lavant, traîne une valise qui est fermée et qui s'ouvre malencontreusement, et on voit plein de cadavres qui en sortent, qui sont symbolisés ou représentés par encore des poupées, voilà. Des poupées défigurées, des poupées, voilà. C'est encore une métaphore. Alors, ça peut être une métaphore de la guerre, de la mort. Je crois même qu'on voit à un moment donné une petite statue avec une faux. Alors ça, c'est plus tard. Oui, c'est pas au même endroit. C'est quand même quand la valise s'ouvre, effectivement, ce sont des poupées que j'ai travaillées, que j'ai brûlées, que j'ai repeintes, sur lesquelles j'ai collé de la terre, sur lesquelles j'ai collé de la rouille quelquefois. C'est tout un travail que je fais à partir des objets que je peux ramasser. Et donc, effectivement, ça représente des corps massacrés. Alors, finalement, je passe par des métaphores, d'une part par goût poétique, puisque mon biberon de naissance, c'est quand même la poésie. Et donc la métaphore va à l'image, c'est l'image poétique. Et aussi, étant donné mon économie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de budget sur ce film, eh bien je fais avec ce que j'ai. Les vieilles poupées qui appartenaient à ma fille et ma petite-fille, des trucs comme ça. Les maquettes sont faites par Jean-Pierre Bastide qui les a bricolées avec du carton. Moi, je les ai repeintes, etc. Tout ça est fait une économie minimum qui m'oblige effectivement à faire le film un peu comme j'écris un poème finalement. Elles viennent d'un double souci ou d'un double désir. Le premier, c'est le désir d'être dans le poème, donc dans l'image poétique. Et le deuxième vient d'une nécessité, c'est j'ai pas de fric, donc je vais pas organiser des massacres, je vais pas organiser des vrais champs de guerre, des champs de bataille, donc je fais ça avec des petits soldats, avec ce que j'ai sous la main finalement. D'accord. Donc, avant de poursuivre, je voudrais dire déjà, alors que vous êtes à la tête d'une bonne centaine de films, parce que si on regarde sur des moteurs de recherche, on voit filmographie sélective. Et déjà là, j'en ai compté 75 en tout, comptant court-métrage, ensuite des œuvres littéraires, ensuite des, comment on pourrait dire, des acting vidéo, il y en a aussi, des scénarios. Donc c'est une somme énorme, donc on va évidemment pas avoir le temps de parler de tous. Et moi, de mon petit point de vue à moi, j'ai l'impression, moi j'ai mon préféré de votre filmographie, mais il me semble que le vôtre, c'est Tristesse des anthropophages. Est-ce que je me trompe? Et pourquoi? Non, c'est pas... Il garde une place dans votre cœur. Ah film. Oui, c'est sûr. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, si je devais vraiment dire qu'il y a un film auquel je suis attaché, c'est bizarrement un film assez ridicule, assez court, que j'ai fait en 8 mm noir et blanc, puisque le Super 8 n'existait même pas à l'époque.
avec une petite caméra incroyable, que j'ai monté sur un projecteur. Donc monter sur un projecteur, c'est impossible normalement. Et qui s'appelle La vie brève de Monsieur Monsieur. Et ce film, qui est donc un essai fait avec des copains, j'avais 19 ans, hein, et ben bizarrement, l'ayant revu lors de la rétrospective que la Belgique a bien voulu faire de mes films récemment, ils ont voulu passer ce film, j'étais très étonné, j'ai dit ah bon. Et en le revoyant sur grand écran, je me suis dit mais c'est un peu le film annonce de tout ce que j'ai fait après. C'est drôle parce que c'est souvent le cas chez les... C'est sans doute le cas souvent, mais moi je m'en étais pas rendu compte en tout cas. Donc celui-ci, c'est peut-être celui auquel je suis le plus attaché, mais je n'osais jamais le dire avant qu'on m'ait dit en salle, mais il est formidable ce film, alors que c'était pas un film pour moi évidemment. Tristesse d'anthropophage en tant que court-métrage, il est important pour moi à plusieurs titres. D'abord, c'est le premier film professionnel que j'ai fait. Les autres, c'est pas professionnel, 8 mm. 1966, j'ai 24 ans, même pas 23 ans. 1966, j'ai la possibilité de faire un court-métrage complètement librement, et je fais Tristesse d'anthropophage, étant persuadé que ça allait être un petit film comme ça. Et ça a plu dès que je l'ai montré, les distributeurs sont montrés intéressés. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, les courts-métrages étaient distribués en avant-programme. Et il y avait même un producteur qui a dit « mais moi je te fais un contrat pour ton prochain long-métrage ». Donc tout était formidable, jusqu'au moment où, d'une manière inattendue, la censure surgit. Et toc, Tristesse d'anthropophage devient du coup un film complètement castré. Et castré, c'était moi qui étais castré en l'occurrence. C'est très difficile quand on a une interdiction de ce genre, difficile de s'en remettre. Et donc forcément c'est important, parce que non seulement il y a eu la censure, mais à partir où il y a eu la censure, plus personne ne m'a défendu. C'est-à-dire même mes amis de l'époque ne m'ont pas défendu. Aucun article. Jamais, aucun article. Alors qu'on parlait des films interdits et tout, aucun article sur ce film, jamais. Et il a fallu attendre des années pour que le film ressorte et soit reconnu, y compris de ses fameux amis qui l'avaient rejeté. Donc ça, de ce point de vue, c'est très important pour moi. Mais pourquoi a-t-il été censuré? Alors, pourquoi a-t-il été censuré? La question est bonne, parce que quand on a voulu le ressortir en salle en 2015, c'est-à-dire des années et des années après, la commission de contrôle a donné un visa autorisé à tout public, y compris aux enfants. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le prétexte qui avait été pris à l'époque, je me souviens très bien, j'ai perdu la lettre, mais je me souviens très bien de la lettre qui m'annonçait la censure, c'était dialogue scatologique et obscène, scènes érotiques extrêmement poussées. Dialogue scatologique, d'accord, il y a le mot caca, d'accord. Oui. Bon. Il faut dire que depuis, on en a vu d'autres. On en a vu d'autres, n'est-ce pas? Au niveau du caca et autres. Scènes érotiques extrêmement poussées. Quand on regarde le film maintenant, on peut en rire aussi. Non, en réalité, et ça je l'ai su beaucoup plus tard, en réalité, c'est l'esprit du film qu'ils ont condamné. C'est son esprit de révolté, son esprit anarchiste, et surtout quelque chose dont on ne parlait pas trop à l'époque, c'était que c'était vraiment un film contre la consommation. Puisque en fait, je me moquais, entre guillemets, je raillais les self-service qui est l'ancêtre du fast-food, et je changeais le fast-food en scato-service. Et ça a été insupportable. Et comme j'enchaînais en mettant dedans de la religion, de l'amour, etc., et que tout ça était sous le signe de la consommation, ça a profondément déplu. C'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui, heureusement, on a le droit de dire ça quand même. Après, il y a eu quand même 2 films après. Alors après justement, le réflexe que j'ai eu quand j'ai eu cette interdiction, c'est que j'étais saisi, je ne pouvais plus faire de films. Et je me suis dit d'un coup, quand on a un accident de voiture, il faut tout de suite se remettre à conduire, autrement c'est fini. Et je me suis mis tout de suite à refaire des films. Et j'ai fait donc... Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai fait un premier film
à la clinique Laborde, qui était à la demande de Félix Guattari, c'était un film vraiment intéressant, puisque le scénario devait être élaboré par les pensionnaires, donc par les malades, par les soignés, et j'étais censé le réaliser. Évidemment, j'ai mis mon nez un peu partout, et on a fait un film très intéressant, moi, à mon avis, mais je peux le dire, parce que je ne suis pas le seul responsable, qui s'appelle L'École des fous. Et puis, ça s'est fait très vite. À la suite, j'ai eu l'opportunité d'avoir un peu de pellicule, une caméra, etc. J'ai tourné un truc qui n'a rien à voir, malgré le titre, qui s'appelle Mathieu Fou, qui est une sorte de nouvelle que j'ai écrite, c'est un peu à la Maupassant. Donc, je me suis dit, là, au moins, ils ne le censureront pas, ce film. Ben, ils ont trouvé le moyen de l'interdire au moins de 13 ans, ce qui fait qu'il n'a pas pu accompagner les films, parce que ça interdisait du coup tout le programme au moins de 13 ans. J'ai fait un autre court-métrage qui s'appelle Une saison chez les hommes, mais ça c'est avec des chutes de films d'actualité que j'ai assemblés comme un collage surréaliste un petit peu. Et en 1968, j'ai entamé le long-métrage La femme bourreau. Voilà. Donc oui, je ne me suis pas arrêté, effectivement. Mais tout ça était des autoproductions, puisque plus personne ne voulait me produire. J'ai demandé, au départ, j'ai demandé. J'ai essayé des producteurs, etc. Le CNC, c'était pas la peine. Il me fermait la porte au nez, carrément, il me claquait la porte au nez. C'était une époque qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai tout fait ça tout seul, par besoin. Non, moi du coup, en me voyant, je ne les ai pas vus ni à l'époque, ni au cinéma, bien sûr, mais sur des DVD, tout bêtement. J'ai l'impression, alors peut-être que vous allez trouver que c'est un peu trop avancé de ma part, comme si votre art était un creuset. Parce que ça, c'est 68-70. Après, on va avoir par exemple La Grande Bouffe, de Marco Ferreri, qui est sur la scatologie, la société de consommation. En ce moment, nous avons les magnifiques films de Nicolas Philibert sur la folie. Magnifique film. Et moi, j'ai comme l'impression que vous comme un alchimiste, en fait, vous avez fait ces films-là qui ont eu toutes les difficultés à être vus, à être regardés, mais parce que les gens de cinéma se connaissent entre eux, ils voient ce qu'ils voient. Je dis pas qu'on vous a piraté, ni qu'on vous a copié, mais peut-être que c'était quelque chose qui était dans l'air du temps, cette révolte, donc tristesse des anthropophages, et elle est encore vivace. C'est pour ça que je ne sais pas votre âge, mais je l'imagine plus ou moins. Et quand on voit le dernier film Sacré Massacre, elle est toujours là, cette révolte. Qui m'anime en fait, qui me permet de prendre mon élan, de déclencher les choses. C'est qu'en réalité, je crois, peut-être que je me trompe, je crois que tout vient du fait que j'ai passé mon enfance, je suis né et j'ai passé mon enfance et mon adolescence en Tunisie. Donc c'était au temps du protectorat français. Et que, contrairement à mes petits camarades français, à mes autres camarades de classe, etc., j'ai toujours trouvé extrêmement injuste cette société dans laquelle nous vivions. Car à côté de nous, tout près de nous, les petits Arabes étaient pieds nus, ne mangeaient pas à leur faim. Nous, on était à l'aise, tranquille, on n'était pas bien habillés, mais enfin on était habillés. Et j'étais le seul à dire, mais c'est pas possible. C'est pas juste. Ça n'est pas possible. Et quand on est face à cette injustice, on se demande d'où elle vient aussi, l'injustice. Et moi, je posais des tas de questions à mon père, qui était vaguement socialiste, mais pas trop. Je disais, mais comment ça se fait que tout ça soit si injuste? Par exemple, on avait une bonne qui s'appelait Margherita. Je dis, mais Margherita, elle travaille tout le temps, même le dimanche matin, elle travaillait. Je dis, mais qui gagne le plus d'argent, Marguerite ou toi, papa? Elle dit, c'est moi qui gagne plus d'argent, mon père était avocat. Et je disais, mais c'est pas normal, puisque tu travailles moins que Marguerite. Il disait, oui, mais moi j'ai fait des études. Je dis, mais c'est pas une raison. Déjà, j'avais 7 ans, Et donc, le fait de se poser ce genre de questions à cause du contexte m'a obligé à mieux regarder ce qui se passait autour de moi,
Même si j'étais un peu autiste à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, même si tout me paraissait très étrange et étranger, j'ai regardé le monde pas avec colère, avec le besoin que ça se rectifie. Alors je savais déjà à l'époque que c'était illusoire. Je savais mais il fallait le penser au moins. Il fallait le penser, il fallait au moins le dire. Et je l'ai toujours dit. Alors à ma façon, par exemple, je l'ai dit à ma façon en étant un cancre à l'école. Mais un cancre, mais incroyable. Mais quand je dis cancre, c'est le cancre des cancres. Je me croyais même idiot. Je m'étais mis dans la peau du cancre pour être contre. Et évidemment, dès que l'occasion s'est présentée, on s'est aperçu que je n'étais pas du tout un cancre. Et ça, je crois que ça vient de là. Et effectivement, quand on est comme ça dans cette position, un peu isolé, dans son camp, on est obligé d'ouvrir un peu les yeux. Et c'est comme ça que j'ai senti vraiment la société de consommation venir. C'est comme ça que j'ai senti aussi toutes les déviations. Par exemple, j'ai été à un moment donné maoïste. J'étais pas maoïste. Je faisais semblant d'être maoïste parce qu'il fallait que je sois avec des camarades. Mais en réalité, je savais très bien que j'étais contre toutes les idéologies. Ouais, ça se sent, oui. Je suis vraiment anti-idéologie. Je pense que l'idéologie, c'est un dogme qui est comme une religion. Et on ne peut pas penser le monde à partir d'idées déjà toutes faites. Et même des gens que je peux admirer, etc., je trouve qu'ils arrivent avec leurs trucs plaqués sur des situations. Or, je suis désolé, les situations que nous vivons en ce moment, on ne peut pas les analyser toutes de la même manière. Ce qui se passe au Moyen-Orient n'est pas la même chose que ce qui se passe en Ukraine, etc. On ne peut pas plaquer. C'est-à-dire, oui, que quand on est dogmatique, on a tendance à avoir des filtres et qu'on plaque sur tout et n'importe quoi. On sait en avance ce qu'ils vont dire, nos chers idéologues. Mais là, c'est vrai que le monde a changé, c'est plus du tout... on ne peut plus être aussi dogmatique. Je dis qu'il y a quand même parmi cette révolte, qui est quand même quelque chose qui est fondamental dans votre création, il y a quelque chose qui la sauve. Du côté de la Tunisie, Carthage, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la nature, de Carthage, des ruines, on ne peut pas aller jusqu'à une sorte de mysticisme, mais de poésie. Si on peut. C'est ce qui contrebalance en fait. Non, mais on pourrait. Alors, je suis un révolté, mais je suis un non-violent. Je suis non-violent, je n'accepte pas la violence. Je ne vais pas citer de nom, mais par exemple, j'ai un ami qui a été à Action Directe assez longtemps, donc, et on parlait, et je lui disais « Mais tu es contre la peine de mort ?» Il me disait « Oui ». Et je dis « Mais ce que vous avez fait, c'était des exécutions, c'était des peines de mort. » Et là, moi, je suis très clair là-dessus. Quand on a... Autant je ne suis pas idéologue, mais autant il y a des choses auxquelles il faut se tenir complètement. Et je crois que beaucoup de choses, si on les analyse aujourd'hui, en pensant que la violence a peut-être créé des choses négatives. Par exemple, je vais prendre un exemple. La guerre d'Algérie, que j'ai soutenue. J'ai soutenu les Algériens dans la guerre d'Algérie. J'étais évidemment pour l'indépendance des Algériens. Ça allait de soi pour moi. Mais la violence qui ne venait pas que des Algériens, d'ailleurs, qui étaient de deux côtés, mais que les Algériens ont aussi beaucoup entretenu, je pense que c'est à cause de ça que l'Algérie est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire un pays imbuvable quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. Et invivable. Donc, moi, oui, je pense qu'il faut réfléchir aussi à ça. Alors, évidemment, ce monde est violent, c'est sûr. Et comment répondre à la violence ? C'est très compliqué. Je ne suis pas Jésus-Christ qui dit « il faut tendre l'autre joue ». Je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Il y a ces deux faces. C'est qu'à la fois, je suis très révolté, à la fois, je désire que les choses changent, et à la fois, je suis non-violent. C'est profond. Et cette non-violence, effectivement, là aussi, elle vient sans doute de ma Tunisie natale. Elle vient de ces paysages. La Tunisie, pour moi, à mes yeux, et bien sûr, ce sont mes yeux à moi, pour moi, c'est la terre. C'est un pays de désert aussi. C'est un pays où on est dans la nature, vaincu par la nature.
la nature est plus forte que vous. Quand on est en plein désert, on ne se pose pas la question. D'abord, on ne se pose même pas la question de la mortalité. On est face à l'immortalité dans un désert. On est face à quelque chose qui semble immuable, en tout cas à notre échelle, évidemment. À l'échelle géologique, non, bien sûr, on sait que tout ça disparaîtra un jour, mais à notre échelle, on est dans une sorte d'éternité. Et cette éternité, on la retrouve quand j'ai eu par exemple la chance de pouvoir faire un film avec le grand poète Édouard Glissant à Carthage. Il ne connaissait pas Carthage, je lui ai servi un peu de guide. Et il me dit, la première chose qu'il me dit, et c'est extraordinaire ici, il y a dans l'air quelque chose qui ressemble à la paix. Et c'est ce qu'on ressent, alors que pas du tout. La Tunisie n'a jamais, malheureusement, subi de nombreuses invasions. Déjà Carthage. Mais déjà Carthage, ne serait-ce que Carthage, qui a été Délanda, etc. Oui, c'est quand même, il y a un air là, quelque chose qui est de l'ordre j'ai envie d'employer un mot idiot, mais de la pérennité. C'est comme si les choses, il y avait quelque chose qui vous dépassait, qui était là et qui est donc une référence presque mystique. Oui, presque mystique. L'apaisement des ruines. C'est en fait la violence de l'histoire là, et elle est maîtrisée justement par le temps qui est passé. Et on retrouve ça dans ce film-là dont vous parlez sur Carthage. Oui, avec Édouard Glissant. C'est vrai. C'est un apaisement parce que, en fait, on se dit, il y a eu toutes ces guerres, cette violence, cette destruction de Carthage, bien sûr. Et qu'est-ce qui reste de tout ça? À part la beauté de la ruine, de ce qui fut et qui est toujours. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a à voir avec... Oui, ça a à voir évidemment avec ça, je suis d'accord. C'est le temps, puisque là on est dans un temps tellement long qu'effectivement on prend forcément des distances avec sa propre vie. C'est la trace qui est intéressante aussi dans la ruine. C'est la trace, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que nous ne sommes pas seulement reliés aujourd'hui, c'est le cas, reliés géographiquement les uns aux autres dans ce monde, parce que là c'est de plus en plus vrai, mais nous sommes aussi reliés historiquement. Et je pense que quelque part, je me sens plus proche peut-être d'un tribun romain que d'un tribun français. Merci. Comme nous nommera pas. Que d'un tribun français moderne. Voilà. Alors pour changer de registre, parce que la politique, non, on ne va pas. Quoique. Bon, enfin, il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému dans votre travail, et vous allez comprendre tout de suite à quoi je fais allusion si je vous dis Marina Vladi. Oui. Alors, Marina Vladi, j'ai connu Marina Vladi un peu par hasard. J'ai connu Marina Vladi parce qu'on m'a confié un film à faire sur Vysotsky, le grand poète chanteur russe, Vladimir Vysotsky. Vladimir Vysotsky, qui était mort quand on m'a demandé de faire ce film, et qui a été le mari de Marina Vladi. Voilà. Donc, je me suis retrouvé avec une masse de pellicules incroyables qui venaient de Russie. C'était juste à l'époque où il y avait des accords culturels entre la Russie et la France. Et on a reçu gratuitement des monceaux de pellicules qui, entre autres, des trucs sur Vysotsky. Mais c'était des tonnes de choses, donc beaucoup de films amateurs d'ailleurs, puisque Vysotsky n'était pas un officiel. Hein, et à l'époque de l'Union soviétique, c'était une sorte de dissident. Et donc, j'ai pas su comment faire ce film, c'était très dur de faire un film de montage comme ça, des interviews qui parlaient de lui, j'en avais des tonnes. Et je me suis dit, non, on va pas faire ça quand même. C'est pas possible, là. On va pas faire de la télévision. Et c'était pourtant pour la télévision. C'était pour quelle... C'était pour France 3, FR3, je crois que c'était à l'époque, enfin France 3, FR3. Et donc, c'était pour Océanique, je crois.
Et c'est là que j'ai eu l'idée, j'ai dit non, on va réduire le champ complètement et je vais faire raconter ce film d'une manière intime. C'est raconter Vysotsky d'une manière intime à partir de l'histoire d'amour que Marina Vladi a eue avec lui. On s'est rencontrés, Marina Vladi et moi, coup de foudre amical, mais vraiment comme un coup de foudre, hein, amical qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Et Marina s'est livrée complètement, a raconté son histoire d'une manière magnifique. Et comme j'avais des documents quand même assez intéressants, on a pu faire ce film qui s'appelle Vladimir Vysotsky. Et qui est un magnifique film, franchement. Merci. Et il est, bon, point de vue historique, au point de vue du ressenti, c'est vraiment un beau film. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Alors ça fait partie des films. Et alors évidemment, il y a, vous en avez parlé au début de l'entretien, c'est Bleu Palebourg qui est comme le Sacre et Massacre tiré d'un texte donc d'Andreas Becker. Alors je vais peut-être remonter un tout petit peu. Avec Andreas, nous sommes rencontrés un petit peu par hasard. Et très vite, nous avons eu des... La vie est faite de rencontres. De rencontres, voilà. Oui. Et de hasard. Et il m'a présenté assez vite un garçon qui s'appelait Julien Sandre, poète, qui est maintenant d'ailleurs le président de la Maison des écrivains. Et Julien Sandre, très beau garçon, maigre et tout comme ça. Andreas me dit, tu voudrais pas qu'on fasse un portrait de lui? Je dis, pourquoi pas, effectivement. Et donc, on commence un peu à réfléchir. Enfin, à vrai dire, c'est surtout moi qui réfléchis, parce que le cinéaste, c'est quand même moi. Andreas a une pensée extraordinaire, mais il n'est pas cinéaste. Hein. Et donc, je dis, oui, on va pouvoir peut-être faire un film de 8-10 minutes. Mais bon, je ne voyais pas trop comment. Je dis, bon, on peut faire peut-être... Je ne sais pas pourquoi, je sens une vieille maison à la campagne. Donc j'en parle à Julien Sandre, je dis, tu n'aurais pas une maison, il habite dans le Perche. Et puis les choses traînent, il dit non, non, non. Et puis un beau jour, Julien me téléphone, me dit, tu sais, j'ai une maison pour toi, si tu veux, on peut tourner. Je dis, ah bon, c'est où? Il me dit, c'est à, je ne sais plus comment ça s'appelle, près de Saint-Germain-en-Laye, là. Je dis, mais pourquoi aller là-bas et tout? Et il me dit pas, il me dit, tu verras cette maison, elle est pas mal du tout et tout. Bon, j'accepte de visiter cette maison. Cette maison était l'ancien atelier d'André Derain. Mais je dis, quel rapport, tu vois? Or, il ne m'avait pas dit, ce Julien qui était un malin comme tout, en fait, il passait tous les mercredis de son enfance dans l'atelier d'André Derain qui était déjà mort, mais c'était la nièce d'André Derain qui lui préparait un chocolat tous les mercredis, etc. Donc le film, où Andreas m'a plus qu'aidé, quoi, était là un peu comme un producteur, animateur, etc., j'ai fait ce film qui, normalement, devait durer 8-10 minutes et qui dure 1h05 aujourd'hui. Ce film n'a pas encore été vraiment programmé, mais c'est notre première collaboration avec Andreas. Donc, comme ça s'est plutôt bien passé, on a eu envie de continuer. Et quand il a écrit un livre qui s'appelait Ulla ou l'effacement, qui est un livre très émouvant, vraiment très, très émouvant, où il raconte l'agonie de sa maman. C'est une histoire vraie, hein, c'est un récit, c'est pas un roman. L'agonie de sa maman, donc sa maman née pendant la guerre à Hambourg bombardé par les Alliés, donc naître là-dedans, c'est pas évident, quand on est allemand avec la culpabilité, etc. Cette femme, comme beaucoup, a sombré dans l'alcoolisme et meurt de ça. Et il raconte cette agonie. Et c'est à la fois terrible et très beau. Donc ce texte m'a beaucoup plu, mais bon, on en est resté là. Et puis un jour, il veut m'en lire un extrait. Il le lit et j'ai trouvé, lui qui était incapable avant de lire, etc., qu'il lisait parfaitement bien. Et je dis, on va faire un film. Il me dit, comment tu veux faire un film à partir d'un tel livre? Et là, je commence à inventer, à délirer. Je dis, voilà, Andreas, je vois le port d'Hambourg avec les bateaux qui s'en vont. Ça représente l'agonie, les bateaux qui s'en vont, qui partent, tu vois, comme la mort. Il me dit, tu connais le port d'Hambourg? Et j'ai menti, j'ai dit, oui, bien sûr, je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Et donc, on est parti avec très très peu de sous que nous ont donné ces éditeurs, qui sont remarquables, les éditions d'en bas. On est parti, on a loué un petit truc, et on a improvisé ce film, Bleu Palebourg. Et effectivement,
ce qui est formidable avec Andreas, c'est que c'est complètement son texte et son histoire, et que moi, à partir de là, j'y ai mis ce que j'avais, c'est-à-dire justement ce qu'on peut appeler mon mysticisme, des images presque religieuses, des sortes de maternité, des sortes... Voilà, et donc on a fait ce film très rapidement, en fait, on l'a tourné très rapidement et je l'ai monté en une semaine. Hein. Non seulement ça ne me choque pas que vous trouviez ce film jurassien, mais alors il faudrait vraiment que vous voyiez La soif et le parfum, parce que là... alors je ne l'ai pas vu. Voilà, alors je vais vous dire. Je ne peux pas voir les 150 autres films. Non. Hein. Il y a une grande différence quand même. Alors c'est jurassien, j'en conviens. D'abord, je considère que Marguerite Duras... Moi, je parle à cause de l'enchevêtrement des images de la littérature. Hein. Évidemment. Je ne parle pas après du style. Hein. Justement, on va en parler peut-être, c'est intéressant, parce que je trouve que vous mettez le point sur quelque chose. Après, bon, ça n'a rien à voir avec Duras, c'est sûr. Un peu. Bon, je vous laisse vous expliquer. Marguerite Duras, je considère que c'est la meilleure romancière du XXe siècle. Moi, c'est celle, en tout cas, qui me touche le plus. Que je trouve la plus originale, la plus aboutie, la plus... Marguerite Duras. En plus, j'ai eu la chance de la connaître un peu. Très peu, mais enfin, j'ai quand même connu. Et d'ailleurs, un jour, elle m'avait dit, Jean-Denis, vous devriez écrire plutôt que de faire des films, c'est plus facile. Hein. Elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort. Mais quand j'ai fait des films, justement, La soif et le parfum et Bleu Palbourg, qui peuvent être considérés comme un peu durassiens, ils sont durassiens, déjà dans leur rythmique, dans leur musique, dans le fait qu'ils ne sont pas, comment je dirais, ils sont simplificateurs. Ils sont simplificateurs, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de chair ils ne mettent pas de graisse. Hein, les images sont là, sont brutes, elles sont là, elles sont presque évidentes, elles sont physiques. Il y a une grande différence entre le cinéma de Duras et mon cinéma, c'est qu'elle fait de l'anti-cinéma, moi je crois que je fais vraiment du cinéma. Moi je fais du cinéma, si bien que je suis extrêmement difficile, parce que la plupart des films que je vois, je trouve qu'il n'y a pas de cinéma dedans. J'ai tort évidemment, hein, c'est un point de vue complètement idiot, mais j'ai peut-être besoin de me dire ça aussi. Mais moi j'essaye de faire du cinéma justement, et peut-être plus raconter une histoire m'intéresse très peu. Très très peu. Ben, ça n'intéresse pas plus Marguerite Duras de raconter une histoire. Hein. C'est vrai. Mais après, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je pense que le geste cinématographique est important pour moi, c'est-à-dire oui. Le langage cinématographique, rentrer dans le cœur du... Et puis il y a le mouvement de la caméra qui n'est pas chez Duras, parce qu'elle, c'est souvent des plans fixes. Des moi plans, aussi. Hein. Voilà. Moi aussi. Ben, peut-être pas dans Bleu Palbourg, qui a l'air d'avoir un montage très... Ou alors, c'est beaucoup des plans fixes. Il faudrait que je le revoie. Quelques travelling en voiture, mais c'est pratiquement. Mais justement, ça se voit pas. C'est le montage qui donne l'impression. C'est justement ça. Voilà, c'est justement ça on est au cœur du langage cinématographique, c'est-à-dire que ce qui fait le mouvement, la continuité et la musique d'un film, c'est pas forcément la caméra qui bouge, etc. C'est un peu plus compliqué que ça. Mm-hmm. J'avais deux petites dernières questions à vous poser, si vous n'êtes pas trop fatigué. La première, ce serait, est-ce que, puisque Marguerite Duras a permis ce lien, nous lire un extrait d'un de vos livres. Alors, d'abord, j'aimerais vous montrer. Voilà. J'aimerais vous montrer. J'ai eu la prime, voilà. J'ai eu l'honneur de l'avoir. Magnifique. Alors donc, Andreas Jean-Denis Bodin. Donc ça, c'est son texte intégral. C'est pas du tout le film, mais à l'intérieur, pendant que j'étais en Hambourg, on a fait un certain nombre d'images qui accompagnent le texte. C'est moi qui ai fait les images, bien sûr. Voilà le port, donc. Voilà le fameux port. Voilà, les choses dans le miroir. Enfin, le miroir, ce sont des très beaux livres. Vitrines. Hein. Merci. Voilà, des choses comme ça. Et c'est des images assez travaillées. Hein. Alors, ça, j'ai eu de la chance. Enfin, j'écris comme je fais des films, en réalité. J'écris comme je fais des films, ça veut dire que je ne suis pas dans l'institution, personne ne me connaît. Et j'ai montré mon écriture à personne. Et un jour, un éditeur que je ne connais pas m'appelle et me dit « J'ai lu un de vos textes, j'avais effectivement écrit un petit texte dans une revue philo qui s'appelle « Filmer l'infime ». J'ai lu ce texte,
envoyez-moi vos poèmes. Je dis, mais j'écris pas de poèmes. Qui s'appelle Abstraction, qui m'a donc publié mon premier recueil qui s'appelle Meute, qui m'a publié plusieurs trucs dans des ouvrages collectifs, et qui va me publier un roman qui s'appelle Marie. Et quand j'ai signé au marché de la poésie ce fameux recueil Meute, il y a un garçon que je connaissais qui m'avait introduit pour que je puisse faire le film À Carthage sur Édouard Glissant. Donc on parle des mêmes choses. Hein. Loïc Seri, donc, qui a organisé le colloque avec Édouard Glissant à Carthage, me voit au marché de la poésie, il me dit « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Je dis « Ben, je signe un recueil de poésie. » Il me dit « Ne me dis pas que tu écris, toi !» Je dis « Ben si, j'écris. » Il achète le livre, Meute, il revient 2 heures après, et il me dit « Jean-Denis, je t'ai dit tout de suite, il était devenu l'éditeur de l'Institut du Tout-Monde, donc qu'avait créé Édouard Glissant. Donc on est un peu dans la même boucle, puisque c'est édité par le Tout-Monde qu'a créé Édouard Glissant, et mon livre parle beaucoup de la mer, puisque ça s'appelle « Et que chaque lame, lame la vague, et que chaque lame me soit cri ». À partir de, je sais pas, je ne le connais pas par cœur, moi je me relis pas hein, en général. Je travaille beaucoup, mais je prends au hasard, hein, c'est pas grave. Alors, ça s'appelle Rime de mer en rêve de toi. Rime de mer en rêve de toi. Au spasme de la tempête, moulin à musique, tu chantes la sève qu'il te faut boire. Tu parles oiseau au capitaine, tu cries haro contre les épaves, et ce sont les vagues qui brisent leur entrave. Pour éveiller les meutes, couvre-toi d'écume, ouvre ton corps aux pirogues sur la mer. Tes boucles tombent sur tes épaules, ta peau est brune comme la nuit d'été, ton ventre sera le port où tu lèves les voiles. Le sel des mers traîne à la commissure de tes lèvres, puis, par tes soupirs répétés, ce sont les gazelles qui fuient dans ton désert, et ce sont les serpents qui ondoient sur ton ventre. L'air venait d'un pays lointain, de Livourne sur la mer ou de Jérusalem, des pauvres poules ou des villas romaines. L'archer sur la corde du violon venait des tripes d'un outre-mer. Quand je ferme les yeux, que j'imagine un paysage, un son, me viennent des palmiers, le sable du désert, des dromadaires, des caravanes, que j'ai fort peu vus pourtant, mais qui m'ont marqué. Et surtout, j'entends une musique lancinante qui serait une musique orientale. Et ça se retrouve dans la manière dont j'écris la poésie. Vous êtes artiste, plasticien. Un petit peu. Alors je ne me considère pas comme un peintre parce que ça n'est pas mon métier et que je serais bien incapable. Par exemple, si vous me demandez « fais un tableau à la Rembrandt », je ne saurais pas. Si vous me demandez demain « faites un film sur la pêche à la sardine », je saurais faire. Si on me dit « fais un film sur la fabrication des chaussures », je saurais faire. Et je ferais peut-être pas mal. Mais si on me demande « fais une peinture à la manière de », je ne saurais pas. En revanche, je sais assembler des couleurs, je sais, je fais des choses comme ça. Donc c'est un travail spontané. C'est un travail spontané, oui, qui a plusieurs périodes. Il y en a un, les mains. Vous pourrez voir. Il y en a plusieurs, vous pouvez voir, mais ça va dire. Alors là, c'est toujours la même histoire finalement. Donc ce tableau, qui semble très éloigné de ce que je peux faire en film ou en poésie, se rattache quand même à quelque chose. Ce visage que vous voyez, avec ce regard qui vous suit, comme le regard de Mona Lisa vous suit, ce visage, c'est pour moi le visage du dieu Baal-Hamon, le grand dieu carthaginois. Donc là aussi, sans le faire exprès, mes obsessions sont toujours là, mes obsessions, peut-être mes répétitions involontaires, mon bégaiement, il est toujours là. On tourne autour de Carthage. Et d'ailleurs, ce que vous voyez ici, cette matière-là, est faite avec du sable de Carthage. Ah bah oui.
Et je me trompe peut-être, mais on le voit dans le dernier film, Sacré Massacre. Pas celui-là, mais c'est dans d'autres gueules. Oui. D'autres gueules inspirées, effectivement. Le film pratiquement commence avec ça. avec des images de avec portraits. la présence du sable, la présence Alors, soit du aussi sable, soit de la cendre, soit... de la cendre, c'est-à-dire on revient aux ruines en fait. On revient aux tout à ruines fait. Et aux traces. d'Elenda es Carthago. Hein, c'est ça. Ah oui, c'est... on retrouve, il y a cette thématique qui est en vous. C'est voilà. Voilà, c'est...